Cette décision-là concernant Kanziga, elle arrive dans le cadre de toutes les plaintes qu'on a déposées, de toutes les informations judiciaires qui sont ouvertes. Alors c'est vrai que l'affaire Kanziga est quand même une affaire plus que symbolique, hein. C'est quand même l'épouse du président Habyalimana qui a bénéficié en France d'un accueil très complaisant, hein, de la part de François Mitterrand, hein, qui a demandé à ce qu'on la sorte du pays. Voyez, donc l'affaire Kanziga, pour nous elle est importante et pour tout le monde elle est importante, tout simplement parce que, eh bien, elle est au centre, hein, elle est au centre pour nous, elle est au centre de cette organisation de la CASU, hein, avec sa famille, hein, ses frères, ses proches. Hein, je pense à Zigira Nirazo, hein, qui est décédé l'année dernière et qui a défrayé un peu la chronique parce qu'ils ont voulu l'enterrer en France, bon, ou bien Kwabukumba, son autre frère qui est en Belgique. Vous voyez, tout ça c'est autour, et puis tous ses proches, tous ses amis qui faisaient partie de la CASU. Vous voyez, donc c'est vrai que si on arrivait, et tout le monde l'espère, hein, mais si on arrivait à faire que la justice fasse marche arrière dans ces décisions de non-lieu, bien évidemment, nous en serions éminemment satisfaits. Mais c'est pas gagné d'avance, hein, c'est pas gagné d'avance. Moi je dirais que ce qui est généralement le plus dur pour nous, c'est quand on rencontre des rescapés qui sont dans la détresse. Vous avez des jeunes rescapés qui ont 32 ans, 33 ans, ils étaient des enfants, des bébés, ils n'ont plus personne aujourd'hui, plus personne sur qui compter. Et ça, on le rencontre mais très souvent. Voyez, donc c'est un petit peu cette situation-là des rescapés, cette détresse, hein, cette misère même parfois dans laquelle ils vivent, qui nous touche beaucoup. Voyez, moi je crois que c'est ça qui pour nous est important, hein, c'est les rencontres individuelles qu'on fait avec ces personnes-là. Alors bien sûr, on crée des liens avec eux, hein, on garde des contacts. Vous voyez, par exemple, on ne se contente pas de venir les chercher comme partie civile avant les procès. Après les procès, on essaie de les rencontrer, de leur expliquer ce qui s'est passé. Et puis il y en a avec lesquels on a des liens un peu, je dirais presque d'amitié qui se sont créés. Donc on essaie un petit peu parfois, comme on peut, de les aider. Voilà. Vous voyez, mais c'est ça qui est le plus dur. C'est d'être confronté à ce qu'ont vécu les rescapés. Les femmes violées, qui acceptent enfin, quand elles viennent témoigner à Paris, de le dire. C'est excessivement émouvant, voyez. À parler de la justice en France, contre les personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. C'est vrai qu'en 2014 a eu lieu le premier procès de Pascal Simbi Kangwa. Pour nous, ça a été un événement bien sûr important parce que c'était le premier procès, même si on a toujours regretté qu'il arrive si tard, c'est-à-dire 20 ans après. Donc ce premier procès a quand même marqué la justice en France. C'est une étape essentielle parce que ça a permis ensuite, eh bien, de pouvoir organiser d'autres procès. Alors entre 2014 et aujourd'hui, 8 personnes ont été jugées et condamnées. Donc après Simbi Kangwa, il y a eu les 2 bourgmestres de Kabarondo, Ngenzi et Baraira, qui ont été condamnés en première instance et en appel à la perpétuité. Ensuite, il y a eu le procès d'un Inerahamwe de Kibouye, Claude Mouhaïmana, qui va être rejugé en appel là, le mois prochain. Puis il y a eu le procès de Laurent Boutibalouta, le préfet de Gikongoro, mais qui a fait appel et qui est décédé entre sa condamnation et le procès en appel. On a eu ensuite un gendarme de Nyanza, Bigouma,
qui était naturalisé sous le nom de Magnier, Philippe Magnier, en France. Il a été condamné 2 fois à perpétuité. Et puis 2 médecins, le docteur donc, Sosten Munyemana de Butare, de Tumba, celui qu'on avait appelé le boucher de Tumba, qui a été condamné à 24 ans de prison. Donc il est actuellement en prison en France. Et puis un autre médecin, Eugène Rwamucho, qui lui a été condamné en première instance à 27 ans de prison et qui va être rejugé au mois de juin. Donc vous voyez que la justice quand même avance, mais trop lentement à notre goût, hein, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres dossiers qui dorment, qui sont en sommeil, qui sont à l'instruction, hein, et non, on ne peut pas dire qu'on est satisfait. Hein. On fait tout pour que cette justice passe, hein, parce que c'est essentiel pour les rescapés, qu'on rende justice à tous ceux qui ont été victimes du génocide. Alors il y a beaucoup de dossiers encore à l'instruction, et puis il faut savoir qu'il y a quand même eu un certain nombre de non-lieux, c'est-à-dire que les juges ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments, de preuves probantes pour pouvoir les déférer devant la cour d'assises. Donc ils ont prononcé des non-lieux, à 4 ou 5 reprises déjà. Donc ça veut dire que même si on fait appel, souvent on fait appel après les non-lieux, eh bien, ce sont des dossiers qui se terminent. Alors, par rapport aux non-lieux, je voudrais quand même évoquer celui de Calixte Barushimana, qui a bénéficié d'un non-lieu, mais on a fait appel. Et on espère que les juges d'instruction, dans ce dossier-là, hein, c'était un employé du PNUD, ici à Kigali, hein, il est accusé en particulier d'avoir tué ou fait tuer une certaine Florence Nirummatse, qui, bon, c'est un dossier dont le président a parlé à la dernière commémoration. Voilà. Donc on espère que ce dossier-là va être de nouveau ouvert parce qu'on a des éléments qui n'ont pas été pris en compte par les juges d'instruction. Bien évidemment, le problème, c'est que tous ces procès-là ont commencé beaucoup trop tard. Hein. Il y a eu aussi un autre problème, c'est que en 20 ans, il y a eu ce que je peux appeler une valse des juges d'instruction. Oui. D'abord, il y a trop peu de juges d'instruction au pôle crime contre l'humanité de Paris, qui a été créé en 2012, hein, parce que c'est quand même à partir de 2012 que les choses ont vraiment bougé, hein, suite à la création de ce pôle crime contre l'humanité, mais il n'y a que 3 juges d'instruction, et des juges d'instruction qui changent très souvent. Donc vous voyez, si un juge se penche sur un dossier pendant 1 an, 2 ans, et qu'après, il est nommé ailleurs, c'est un autre juge d'instruction qui va reprendre le dossier, mais un dossier qu'il ne connaît pas. Donc ça retarde obligatoirement l'avancée de l'information judiciaire. Ah, c'est la justice française, vous savez, ce sont des juges qui obtiennent des promotions, qui sont nommés ailleurs. Tout ça, c'est dans le système judiciaire. Moi, je ne suis pas très au courant de la façon dont ça se passe. Mais on a vu défiler, dans certains dossiers, il y a eu par exemple 6 ou 7 juges d'instruction qui ont travaillé sur ces dossiers-là. Comment voulez-vous que les choses avancent? Hein, c'est pas possible. Et puis, il y a aussi quand même, de la part de certains juges, des enquêtes qui ne sont pas très bien faites. Par exemple, je vais prendre un exemple d'un procès qui va se dérouler le mois prochain, là, à partir du 2 février à Paris. C'est le procès en appel de Claude Mouhaïmana. Claude Mouhaïmana a été poursuivi et condamné pour complicité de génocide, pour avoir transporté les Immigrés un peu partout, mais en particulier à Bicécero. Bon, ça c'est acquis. Mais nous, on l'accusait aussi d'avoir participé au grand massacre de Kibouye. C'est-à-dire que pendant 2 jours, il y a eu des milliers de morts à Kibouye, à l'église, au Home Saint-Jean et au stade Gatkwaro. Or, les juges ont accepté l'alibi que Mouhaïmana a donné. Il a dit que pendant les massacres, pendant ces grands massacres, alors qu'il habitait à 50 mètres en face du stade, hein, juste au-dessus de la route. Donc il a prétendu avoir transporté le corps d'un gendarme qui a été tué, Mouafrika, hein, qui a été tué par des rescapés. Hein, et il a daté ça pendant les 2 jours des grands massacres. Or, nous, on a la certitude, il y a des témoins qui l'ont vu à l'église, on a la certitude que ce fameux gendarme n'est pas mort avant les massacres
de l'église du stade Gattuaro, hein, on a la certitude, parce qu'en réalité, ceux qui ont échappé au massacre du stade, bon, vous connaissez peut-être un petit peu comment était le stade avant, il y avait la partie sur la route, de deux côtés, hein, et puis vers le fond, c'était la forêt par laquelle on pouvait fuir. Donc les plus jeunes ont pu fuir le stade et se sont réfugiés dans les collines autour. Et c'est à ce moment-là, le lendemain, que les gendarmes ont poursuivi ces gens qui s'étaient échappés. Vous voyez? Et c'est en lançant une grenade sur des Tutsis dans les collines, il a lancé une grenade sur des jeunes réfugiés. Le jeune a pris la grenade, l'a relancée sur le gendarme, qui a explosé. Et c'est là que le gendarme a été tué. Vous voyez? Mais pour nous, il y a une faute de la part des juges d'avoir accepté cet alibi. Vous voyez? Et on pourrait prendre beaucoup d'autres affaires. Hein. Vous voyez, nous, dans nos enquêtes, on n'est pas des juges d'instruction, mais dans nos enquêtes, on rencontre, même lorsque l'instruction est clôturée, on rencontre des témoins que les juges auraient dû rencontrer eux-mêmes. Parce que ce sont des témoins essentiels. Vous voyez? Je pense en particulier au cas d'un autre procès qui aura lieu à la fin de l'année contre un Interahamwe de Nyanza, Majaliwa Safari. On a rencontré, nous, une témoin essentielle que les juges n'ont jamais rencontrée. Bon. Voilà. Donc tout ça fait que, eh bien, on n'est pas toujours très satisfait de la façon dont la justice se déroule en France. Même s'il faut reconnaître que, bien sûr, quand même, depuis 2014, voilà, les choses ont avancé. Mais ça n'avance pas assez vite. Peut-être qu'il faudrait trouver un autre moyen que la cour d'assises avec des jurés populaires. Je ne sais pas. Vous voyez, on essaie de penser. Ou bien faire parfois des procès groupés. Alors ça, c'est une question très très importante aussi pour nous. Hein. Alors je crois que, bon, je ne vais pas aller trop loin dans le temps. C'est vrai qu'en France, il y a eu, pendant 25 ans, presque 30 ans, il y a eu une sorte de déni. Hein. Même beaucoup de personnes ne voulaient pas reconnaître le génocide des Tutsis. Ou bien on reconnaissait le génocide des Tutsis, mais on disait, il y a eu aussi le génocide des Hutus. Hein. C'est la notion du double génocide qu'un certain nombre d'hommes politiques français ont développé chez nous. Bon, bien évidemment, on a combattu ça. Hein. Et puis, il y a des négationnistes qui sont là aussi. Vous avez peut-être entendu parler de Charles Onana, hein, un franco-camerounais, qui a été condamné il n'y a pas très longtemps pour négation du génocide. Hein. Il a fait appel, donc le procès en appel va avoir lieu. Donc, je crois qu'il faut, pour pas trop m'étendre là-dessus, il faut évoquer quand même une date essentielle, c'est le rapport Duclerc. C'est-à-dire, c'est le rapport qui a été commandé par le président Macron pour faire le point sur les archives françaises. Et pendant de nombreux mois, donc il y a tout un groupe de chercheurs, d'historiens, qui ont dépouillé les archives en France. Et ce qu'il faut retenir de ce rapport Duclerc, c'est une phrase comme ça qu'on trouve, c'est que la France a des responsabilités accablantes, écrasantes, dans le génocide des Tutsis. Bon. Nous, on aurait aimé, par exemple, qu'on aille beaucoup plus loin, hein, c'est-à-dire qu'on aille jusqu'à la reconnaissance de la complicité de l'État français hein, avec les génocidaires. Alors après, je crois que c'est 2 ans après, ça c'était en 2021, 2 ans après, le président Macron est venu ici à Guissauzy et il a répété pratiquement ce qu'il y avait dans le rapport Duclerc. Mais là encore, bon, tout le monde, ici au Rwanda et un peu ailleurs, a dit, bon, ben c'est bien, la France reconnaît ses erreurs, etc. Mais là encore, nous ne pouvions pas être satisfaits. Vous voyez ? Parce qu'on ne va pas jusqu'à reconnaître la complicité. Or, on a des arguments pour faire reconnaître cette complicité. Vous voyez ? Donc c'est une raison pour laquelle le collectif des partis civils, une autre association Rwanda Avenir, et puis
des rescapés ici, des particuliers, hein, on s'est mis ensemble pour déposer un recours auprès du Conseil d'État en France. Alors c'est un long travail. Hein. C'est d'abord le tribunal administratif en France qui a étudié le travail qu'on a donné. Il s'est déclaré incompétent. Hein. Donc maintenant, on est devant le Conseil d'État. Alors ça va peut-être prendre des années, hein, mais dans ce recours, on a énuméré toutes les fautes que l'État français a faites au cours du génocide. L'abandon, par exemple, on a repris l'abandon des rescapés à Bicécelo pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Par exemple, des gendarmes français qui ont contrôlé, mais à Bicécelo, hein, puisque les soldats français occupaient tout l'ouest, toute la frontière avec le Zaïre, à l'époque. Bon, hein, pendant 3 jours, ils ont abandonné des Tutsis qui s'étaient manifestés lorsqu'ils les ont vus. Mais les Français ont dit, attendez, on revient. Oui, mais pendant ces 3 jours-là, beaucoup de Tutsis ont été massacrés. Donc ça, c'est une grosse erreur. Le contrôle donc, des cartes d'identité, des gendarmes français qui ont contrôlé les cartes d'identité des Rwandais. C'est pas possible que des gendarmes étrangers fassent ce travail-là. Il y a eu le viol des femmes, hein, dans les camps Murambi, Nyarushishi, tout ça. Voyez. Donc, on a listé un certain nombre de fautes graves, hein, et maintenant, c'est au Conseil d'État de décider s'il y a complicité ou pas. Mais ça va être un long travail, c'est une bagarre de mémoire contre mémoire. Bon, pour nous, c'est quelque chose de très important. Alors, pas du tout. Hein, c'est-à-dire que la France refuse aujourd'hui, la Cour de cassation refuse toujours d'extrader des Rwandais qu'on retrouve sur le sol français vers le Rwanda. Alors là aussi, je me répète peut-être un peu. Au départ, il y avait des raisons. Il n'y avait pas de confiance, si vous voulez, de la justice française envers la justice rwandaise. Juste après le génocide, tout le pays était désorganisé. Bien sûr, la justice fonctionnait mal. Bon. Et puis il y avait le vrai problème de la peine de mort. C'est-à-dire que la France n'extrade jamais dans un pays où existe la peine de mort. Bon, ça, la peine de mort a été supprimée au Rwanda en 2007. Alors il n'existe plus qu'un seul argument aujourd'hui, que la Cour de cassation continue d'avancer, mais que nous on conteste. C'est un problème un peu juridique, même si je ne suis pas juriste, hein, je n'ai jamais fait d'études de droit, hein, mais c'est ce qu'on appelle la non-rétroactivité des peines. C'est-à-dire que en 1994, au Rwanda, il n'y avait pas de peine prévue dans le code pénal, il n'y avait pas de peine prévue pour le crime de génocide. Et donc, on estime qu'on ne peut pas juger. Mais ça, pour nous, ça ne tient pas la route. Hein. Comment voulez-vous que on refuse au Rwanda de juger des gens? Donc, il y a quand même un principe, c'est que si on n'extrade pas, on doit juger. Alors ce problème de la non-rétroactivité, bien sûr, juridiquement, elle existe. Hein, voilà. Mais nous, on estime qu'on aurait pu passer outre, hein, parce qu'on aurait pu juger en s'appuyant sur les grandes conventions internationales de New York, de Genève, dont le Rwanda ancien, le Rwanda d'Habyarimana, était signataire. Hein, vous voyez, la France, par exemple, bon, c'est peut-être des personnages que vous ne connaissez pas ici, mais la France s'est permis de juger des gens qui ont pactisé avec les nazis, Papon, Touvier, Klaus Barbie, hein, alors qu'il n'y avait pas de loi prévue à l'époque. Voyez. Donc, nous, on n'est toujours pas d'accord avec la position de la Cour de cassation, mais je ne suis pas sûr que la jurisprudence change. Bon, je ne sais même pas s'il faut se battre pour ça, on l'a suffisamment dit. Tant mieux si un jour la France change de jurisprudence, tant mieux si un jour elle extrade les personnes qu'on soupçonne de génocide vers le Rwanda, hein, et les rescapés apprécieraient ça. Hein, parce qu'une justice qui se passe à 6000 km hein, devant des juridictions françaises, ça ne touche pas beaucoup les gens.
pas forcément protégés. Oui, certains ont probablement été protégés. Hein. Kanziga, par exemple, bon, je ne vois pas pourquoi, alors qu'elle n'a pas de papier, elle n'a pas de titre de séjour, je ne vois pas pourquoi elle est toujours en France. Hein. Alors, ça veut dire tout simplement que la France est obligée de les juger. Hein. Si on n'extrade pas, on doit juger. Alors, c'est ce que la France a commencé à faire, mais évidemment, il y a beaucoup de travail encore sur la planche. Hein. Il y a beaucoup de dossiers qui sont en cours d'instruction. Il y aura des non-lieux, hein, parce que je pense que les juges français vont vouloir un peu, peut-être, se débarrasser de certains dossiers. Voilà. Il suffit de ne pas trop enquêter et puis dire ben, il n'y a pas de preuves suffisantes, donc on clôt le dossier. Bon, je vous expliquais tout à l'heure quels étaient leurs arguments. Hein. Gaspard Moussa Bzimana, Augustin Didi Imana, etc. Bon. Mais nous, on a eu la possibilité de faire appel. Donc, avec notre avocat, Maître Laval, dans ce dossier, eh bien, on va produire un mémoire pour contester la position des juges d'instruction. Non, ça c'est terrible. C'est terrible parce qu'effectivement, leur conclusion, après avoir donné leurs arguments, hein, leur conclusion, qui est choquante, c'est de dire Agathe Kanziga est une victime. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Comment, de bourreau dont on l'accuse, comment pourrait-elle être une victime? Ça, c'est la position des juges d'instruction. Vous savez, nous, quand on dépose plainte, on apporte des témoignages, des arguments. Ensuite, le parquet en France décide d'ouvrir une information judiciaire et nomme un juge d'instruction. Les juges d'instruction, ensuite, vont venir 1, 2, 3, 4 fois pendant 5, 10, même pendant plus de 15 ans, ici au Rwanda, pour enquêter. C'est eux qui font le travail d'enquête. Et si au bout de leur enquête, ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment de preuves à charge contre la personne, bon, c'est là qu'ils vont décider de prononcer un non-lieu. Et c'est vrai que, à propos de l'Agathe Kanziga, si on parle de preuves qui ne sont pas suffisamment probantes, voilà, ça c'est la position des juges d'instruction qui estiment que, après des années et des années d'enquête, eh bien, que on ne peut pas la déférer devant la cour d'assises. Les preuves ne sont pas suffisantes. Parce que pour que justice soit rendue, pour qu'un procès ait lieu, il faut qu'on donne des preuves de la culpabilité. Non, pas forcément. C'est le travail de la justice. Nous, on se bat précisément pour ça, pour que les gens soient véritablement condamnés. Ce n'est pas parce que la justice prononce un non-lieu que nous, on va s'arrêter de combattre. Voyez, si on fait appel, c'est bien parce qu'on estime que, eh bien, les juges d'instruction ne sont pas allés assez loin dans leur recherche. Et je vous reparle du cas de Calixte Mbarushimana. Il y a quand même beaucoup de pistes qui n'ont pas été élucidées par les juges d'instruction. Et nous, on souhaite véritablement que la décision qui le concerne, le non-lieu, c'est-à-dire l'abandon des poursuites, eh bien, change et que, de nouveau, on puisse espérer un jour qu'il soit jugé. Mais bon, ça, c'est tout notre travail au sein de notre association et de tous ceux qui luttent contre les génocidaires qui sont en France.
Alors, c'est pas forcément une décision isolée, hein. Cette décision-là concernant Kanziga, elle arrive dans le cadre de toutes les plaintes qu'on a déposées, de toutes les informations judiciaires qui sont ouvertes. Alors, c'est vrai que l'affaire Kanziga est quand même une affaire plus que symbolique, hein. C'est quand même l'épouse du président Habyalimana qui a bénéficié en France d'un accueil très complaisant, hein, de la part de François Mitterrand, hein, qui a demandé à ce qu'on la sorte du pays. Voyez. Donc l'affaire Kanziga, pour nous, elle est importante et pour tout le monde, elle est importante, tout simplement parce que, eh bien, elle est au centre, hein, elle est au centre, pour nous, elle est au centre de cette organisation de la CASU, hein, avec sa famille, hein, ses frères, ses proches. Hein, je pense à Zigira Nirazo, hein, qui est décédé l'année dernière et qui a défrayé un peu la chronique parce qu'ils ont voulu l'enterrer en France. Bon, ou bien Kwabou Koumba, son autre frère qui est en Belgique. Vous voyez, tout ça, c'est autour. Et puis tous ses proches, tous ses amis qui faisaient partie de la CASU. Vous voyez. Donc, c'est vrai que si on arrivait, et tout le monde l'espère, hein, mais si on arrivait à faire que la justice fasse marche arrière dans ces décisions de non-lieu, bien évidemment, nous en serions éminemment satisfaits. Hein. Mais c'est pas gagné d'avance. Hein. C'est pas gagné d'avance. On saura d'ici quelques jours si il y a une avancée qui est faite ou pas. Hein. Parce que je crois que c'est le 26 ou le 28 janvier, enfin, vous voyez, ça arrive la semaine prochaine, hein, que va avoir lieu la rencontre entre les juges et nous-mêmes. Voilà. Donc, on va voir. Alors peut-être que la décision sera mise en délibération, peut-être qu'on ne saura pas le résultat tout de suite, hein, mais nous on espère fortement que l'information judiciaire soit réouverte. Mais bon, vous savez que Mme Habyalimana n'est pas de toute jeunesse, hein, elle a 82 ou 83 ans, et bon, elle peut disparaître d'un jour à l'autre, et à ce moment-là, l'affaire s'arrêterait d'office, hein, puisque dès le décès d'une personne qui est poursuivie, on clôture le dossier. On ne peut pas juger des morts. Alors on a beaucoup hésité, hein, pendant assez longtemps à se lancer dans cette plainte. Hein. On avait été sollicité par une amie qui souhaitait que ce soit le collectif des parties civiles qui se constitue partie civile précisément. On a hésité parce que nous, personnellement, individuellement, avec Dafrosa, mon épouse, nous n'avions pas les éléments nécessaires. Pour pouvoir déposer plainte, il faut avoir des arguments, sinon la plainte sera rejetée. Hein. Donc, nous n'étions pas suffisamment au courant de tout ce qui s'était passé. Alors, on savait qu'il y avait eu des transferts d'argent, etc. Mais bon, on est dans une quarantaine de dossiers au CPCR. Donc, vous voyez un petit peu le travail que ça représente. Là, on est venu 3 semaines et on est venu pour travailler sur 4 ou 5 dossiers différents. Bon, et puis finalement, il y a un cabinet d'avocats parisien qui a accepté déjà, parce qu'après il faut trouver des avocats, hein, et puis qui nous défendent, je dirais, pro bono, hein, parce que nous n'avons pas d'argent, pas suffisamment d'argent pour payer nos avocats. Hein. Donc on a finalement accepté, hein, parce qu'on a estimé que la Banque de France, par les transferts d'argent qu'elle avait permis, eh bien, avait participé à l'achat d'armes qui ont servi aux génocidaires. Alors, c'est une plainte qui fait, je dirais, qui fait un peu le pendant avec la plainte qu'on a déposée il y a très longtemps avec l'association Sherpa et Ibuka contre la BNP Paribas, hein, une autre banque. Il y a, je ne sais pas, peut-être 7 ou 8 ans qu'on a déposé plainte. Et donc, peut-être va-t-on essayer de regrouper ces deux affaires, hein, parce qu'elles concernent des banques françaises. Maintenant, si nous, on y est impliqué en tant que partie civile personnellement, en tant que personne physique, c'est pas sûr qu'on soit recevable, hein, on verra, hein, mais c'est parce que les avocats souhaitaient qu'on soit aussi, nous, dans cette plainte. Si
si nous sommes déclarés non recevables, c'est pas grave. Hein. Le collectif des parties civiles est dans le dossier. Et ça suffit. Mais vous savez, on sait bien que pour faire la guerre, pour se défendre, il faut de l'argent. Hein, il faut acheter des armes. Et le gouvernement Habyalimana, du président Habyalimana, pendant toute la période de 90 à 94, a été mis en difficulté sur le plan militaire. Hein. Les troupes du FPR, même si elles n'ont pas toujours gagné, mais les troupes d'Habyalimana ont été quand même mises en déroute parfois, hein, même si les soldats français étaient là. Donc le grand souci des phares, hein, c'était d'obtenir des armes pour pouvoir gagner la guerre précisément. Hein. Et pour obtenir des armes, vers qui faut-il se tourner? Vers ceux qui ont de l'argent. Donc les institutions bancaires. Et il se trouve que, eh bien, les phares, le gouvernement du président Habyalimana, a trouvé un accueil auprès de 2 banques françaises en particulier, hein, qui ont accepté ces transferts d'argent. Et quand on nous pose la question, mais est-ce que vous êtes sûr que cet argent a servi à l'achat d'armes? Écoutez, ces transferts d'argent ont eu lieu en plein génocide. Hein, c'était bien pour acheter des armes. Et on pense que la Banque de France savait que ces armes allaient servir. Alors c'est tout ce que maintenant l'information judiciaire doit prouver. Hein. Est-ce que ces armes, cet argent qui a servi à acheter des armes, est-ce que ces armes-là ont servi au génocide? Mais ça, c'est à l'enquête de le faire maintenant. Il y a des juges d'instruction qui doivent maintenant travailler. Vous savez, ça c'est vrai qu'on est perçu, hein, parce que c'est nous qui avons initié la plupart des plaintes, on est toujours perçu comme des adversaires, hein, des génocidaires. Si vous veniez un jour assister à un procès d'assises, à chaque procès, notre association est attaquée par la défense, systématiquement. Non seulement l'association, CPCR, mais également nous, personnellement. Ils ont toujours des arguments pour dire « mais vous êtes très proche du pouvoir au Rwanda, voilà, vous êtes les sous-marins du FPR qui vous financent, qui vous... Voilà, vous voyez, donc, vous avez des liens étroits parfois avec des personnalités importantes ici au Rwanda. Bon, ou bien encore, ils ne comprennent pas comment on obtient des dossiers ici de la part du parquet, etc. Comment même on accepte que nous puissions entrer dans les prisons pour aller rencontrer les témoins. Oui, bon, mais ça, donc on est systématiquement attaqué. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que la justice soit rendue. Et puis, bon, on ne craint personne. On ne craint personne. Ce n'est pas à nous qui travaillons, qui initions les plaintes, ce n'est pas à nous de raser les murs et de baisser les bras ou de baisser les yeux. Voyez, nous, ce qui est important, c'est qu'on se bat pour la justice, pour les rescapés. Tout le reste, c'est... bon, ça ne nous concerne pas trop. Alors je dirais qu'il n'y a pas un moment difficile. Hein. Vous savez, chaque procès est un moment difficile. À la fois, je dirais, physiquement, parce que ce sont des procès qui sont longs. En plus, on assiste à toutes les audiences. Hein. Ceux qui suivent notre site internet savent que tous les jours, on fait des comptes rendus de toutes les audiences qui se sont déroulées dans la journée.
voyez. Donc chaque procès est un moment, est un temps difficile, physiquement, psychologiquement aussi. Moi je dirais que ce qui est généralement le plus dur pour nous, c'est quand on rencontre des rescapés qui sont dans la détresse. Vous avez des jeunes rescapés qui ont 32 ans, 33 ans, ils étaient des enfants, des bébés, ils n'ont plus personne aujourd'hui, plus personne sur qui compter. Et ça, on le rencontre mais très souvent. Voyez. Donc c'est un petit peu cette situation-là des rescapés, cette détresse, cette misère même parfois dans laquelle ils vivent, qui nous touche beaucoup. Voyez. Moi je crois que c'est ça qui pour nous est important. C'est les rencontres individuelles qu'on fait avec ces personnes-là. Alors bien sûr, on crée des liens avec eux. On garde des contacts. Vous voyez, par exemple, on ne se contente pas de venir les chercher comme partie civile avant les procès. Après les procès, on essaie de les rencontrer, de leur expliquer ce qui s'est passé. Et puis il y en a avec lesquels on a des liens un peu, je dirais presque d'amitié qui se sont créés. Donc on essaie un petit peu parfois, comme on peut, de les aider. Voilà. Vous voyez. Mais c'est ça moi c'est ça qui est le plus dur. C'est d'être confronté à ce qu'ont vécu les rescapés. Les femmes violées, qui acceptent enfin, quand elles viennent témoigner à Paris, de le dire. C'est excessivement émouvant. Voyez. Donc c'est plus dans les rapports interpersonnels, je dirais, que les moments sont difficiles. Mais chaque procès, bien sûr, chaque procès est un temps difficile. On affronte des gens qui ont participé au génocide. On est là, on les voit tous les jours. On croise nos regards, leurs familles. Dans le procès de Guamutio, par exemple, en première instance, il y avait tout un comité de soutien qui était là, à notre gauche, tous les jours. Ils étaient une trentaine de personnes. Et qui parfois nous insultent, en disant, moi je me souviens, il y a une femme qui dit, mais toi, qu'est-ce que tu viens faire dans cette histoire-là? C'est difficile à vivre aussi. Dans le procès de Guamutio, bon, moi je prenais des notes tous les jours, mais à ma gauche, il y avait Calix Mbarushimana précisément, qui venait de bénéficier d'un non-lieu, qui était là tous les jours pour prendre des notes aussi pour la défense. Il était là à ma gauche, à 2 mètres de moi. Voyez. Donc toute cette proximité aussi avec les personnes qui sont jugées, leurs familles, leur comité de soutien, c'est aussi des choses qui sont difficiles. Mais bon, c'est tout. On a choisi ce combat. Voilà, maintenant, il faut le mener. Je ne sais pas. C'est une grâce qu'on doit recevoir. Parce qu'effectivement, je crois que la qualité du CPCR, c'est d'avoir été fidèle dans le temps. C'est-à-dire que depuis 2001, on n'a pas arrêté de se battre. Alors qu'on a vu autour de nous beaucoup de gens finalement renoncer, parce que c'est trop long, parce que les procès tardent trop, etc. Voyez. Donc je crois que si on a un mérite, nous, c'est d'avoir tenu dans la longueur. Et on est amené à tenir encore parce que je ne sais pas pendant combien de temps encore il y aura des personnes qui ont commis le génocide des Tutsis à juger. Probablement qu'après notre disparition, il y aura encore d'autres procès parce que à raison de 2 procès par an, 2, 3 cette année, mais 2 en appel, donc moi j'ai dit 1, à raison de 2 procès par an comme les autorités françaises nous l'ont promis, on est loin de terminer. On est loin de voir la fin. Donc, on tient, on a la chance d'être en bonne santé et de croire à ce qu'on fait. De croire que seule la justice peut réparer un peu la souffrance des rescapés. C'est un peu tout le sens de notre combat.
Ben non, la question est toujours là. On ne sait pas. On ne sait pas. Souvent on nous dit, mais est-ce que vos enfants vont vous succéder dans ce travail? Je dis non, c'est pas leur rôle. S'ils veulent le faire, bien sûr, c'est leur problème, mais on n'a pas véritablement ce souhait-là. Actuellement, on ne voit pas qui pourrait faire le travail qu'on fait tel qu'on le fait. Alors je dirais toujours, vous les rescapés, acceptez de donner votre témoignage, parce que c'est en s'appuyant sur vos témoignages que la justice pourra passer. Et puis il y a une chose que je n'ai pas dite par rapport dans notre travail. Bien sûr, on travaille ici pour faire des enquêtes, etc. Mais il faut savoir qu'on passe aussi beaucoup de temps, quand on est en France, à rencontrer des jeunes dans des collèges, dans des lycées, dans des universités, pour informer sur ce qu'a été le génocide et sur ce qu'a été aussi notre travail. On passe beaucoup de temps. Vous voyez, déjà depuis le début de l'année, on a dû faire une douzaine d'interventions, alors qu'on est... non, ça c'était plutôt la fin de l'année. Mais là, même quand je vais rentrer au mois de mars, j'ai encore, avant les commémorations, j'ai encore 7 ou 8 déplacements à faire dans la France pour aller rencontrer des jeunes. Vous voyez, donc, et je dirais la même chose aux jeunes de ce pays, parce que c'est eux qui sont amenés à construire le Rwanda. Et après un génocide, c'est pas évident. Il faut accepter de travailler ensemble. Alors souvent on évoque la réconciliation. Oui, la réconciliation est indispensable. Et c'est normal qu'un gouvernement demande aux gens de se réconcilier. Mais on ne peut pas se réconcilier par la force. Vous voyez, la réconciliation, c'est des démarches individuelles, interpersonnelles. Mais ce qui est important, c'est que les Rwandais aujourd'hui acceptent au moins, malgré tout ce qui s'est passé, acceptent de vivre ensemble et de travailler ensemble. Alors de notre côté, c'est pour que justice soit rendue, parce que je pense qu'il n'y a pas de véritable réconciliation, il n'y a pas de véritable reconstruction d'un pays après un génocide, si il n'y a pas un minimum de justice. Donc, travaillons tous ensemble pour que cette justice s'instaure. Comme on le dit, nous, sur notre site internet, sans haine ni vengeance, parce que ce sont deux notions qu'on refuse. La haine ne fait du mal qu'à celui qui l'éprouve. Si vous détestez quelqu'un, c'est pas lui qui va en souffrir, c'est vous-même. La haine vous ronge vous-même. Donc, pour pouvoir travailler sereinement, dans le cadre de la justice, il faut être déjà soi-même assez serein. Et puis, il y a aussi, bon, j'évoque, on a des livres qui sont parus, il y a une bande dessinée, par exemple, qui a été faite récemment, il y a des documentaires qui sont tournés sur notre travail. Tout ça, ça participe aussi à faire connaître le génocide. Mais ce qui est important, c'est de dire, il faut croire en l'avenir. Le Rwanda a fait beaucoup de progrès depuis 30 ans, dans beaucoup de niveaux, mais il y a encore du travail à faire. Et je pense que c'est aux jeunes de le faire ensemble, sans oublier le passé, mais en voulant construire l'avenir.